BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Bienvenue au sommaire cette semaine des pionniers, le tête-à-tête pour commencer avec une pionnière, une très grande pionnière, la première femme européenne à être allée dans l'espace et à ce jour encore la seule française à avoir voyagé dans l'espace. Nous aurons le grand plaisir de recevoir une femme à l'humilité hors du commun. Nous recevrons Claudie Aigneret. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine, Cyprien Caille, cofondateur de Never Out, et Eric Nidam, cofondateur de MIA. En dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. C'est Fred vous répond. Voilà, mais avant cela, tout de suite, place au tête-à-tête. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Bienvenue, bonjour Claudie Aigneret. Bonjour Fred. Alors, j'ai beaucoup d'émotions. Tu es la première européenne à être allée dans l'espace. Tu es à ce jour encore la seule française à être allée dans l'espace. Et tu as aussi été 2 fois ministre. Tu es une européenne convaincue. On va discuter de tout ça. Alors, tu connais le principe du tête-à-tête. On va explorer ton esprit pionnier. On va explorer tes émotions et tes ressentis quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et alors, bon, ton parcours, je ne sais pas par où, enfin, je vais commencer par le début, mais ton parcours est complètement bluffant. On dirait que tu as eu 1000 vies. Alors, on va repartir du début. Tu es né au Creusot, en Bourgogne. C'est ça, en Saône-et-Loire. Voilà, en Saône-et-Loire. Et tu as 12 ans quand, un soir de 1969, tu veilles tard avec ton père, alors que vous êtes en vacances à la Grande Motte, pour regarder les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et oui, ce 21 juillet 69, un moment magique, fascinant, où je pense qu'on était vraiment très très nombreux à regarder sur cet écran en noir et blanc le premier pas de l'homme sur la Lune, et dans une communion d'étonnement et de fascination. Et ça m'a beaucoup marqué, ouais. Et tu pensais à l'espace avant ce jour-là? Ça t'a toujours fasciné? Enfin, je ne sais pas, l'espace, même la science-fiction ou le... Alors, j'étais une petite fille curieuse et un peu exploratrice, sûrement. Bon, j'habitais aussi en province, donc la possibilité de sortir dans la nature. Je lisais beaucoup. Pas vraiment de la science-fiction, ça m'est venu après, quand j'ai commencé à nourrir mon imagination avec cette vision et cet accès à un rêve de, pourquoi pas, aller dans l'espace, pourquoi pas marcher sur la Lune, ce que je n'ai pas fait, mais qui m'a fait rêver. Et tu grandis avec une autre très grande passion, la gymnastique. Oui. Tu aurais voulu en faire une carrière, tu penses? Tu faisais ça pour... Alors, j'étais dans une famille très sportive, entre le rugby, le basket et la gymnastique. Moi, c'était la gymnastique. Donc, j'y passais beaucoup de temps la semaine et les week-ends, et ça m'intéressait. Et probablement un peu aussi ce dépassement de soi, cet esprit de compétition, ça faisait partie. Et j'avais envie de devenir professeur d'éducation physique. Ouais, ah c'était mon premier rêve. D'accord. Bon, bah dis donc, alors... tu aurais pu être la première prof d'EPS qui est partie qui est partie dans l'espace. Alors, bon, finalement, tu bifurques à un moment, à 15 ans, tu pars en médecine, parce qu'il faut rappeler qu'à 15 ans, tu avais déjà ton bac. Voilà, et j'étais un peu jeune pour le sport de haut niveau. Donc, j'ai patienté une année en faisant de l'anatomie, de la physiologie, donc en m'inscrivant en fac de médecine. Et ça a tellement bien marché que j'ai continué. Exactement. Tu as patienté un peu de manière studieuse, puisque tu as fini major de ta promo de médecine à 16 ans. Donc, voilà. Donc, voilà, je parlais d'un parcours bluffant. Déjà, ça démarre très, très, très fort. Tu avais des exemples dans ta famille de médecins ou de gens qui étaient en médecine pour que tu ailles dans cette direction-là quand même? Non, c'était essentiellement pour l'anatomie et la physiologie, en me disant que ça va m'être utile. Mais je pense que j'avais déjà cette envie d'être utile, de consacrer ma vie. Et voilà, la médecine, ça répondait à ça aussi, cet engagement pour l'autre. Bon, donc là, on te voit en blouse. Et alors justement, tu es à l'hôpital Cochin pendant pas mal d'années. Et c'est à l'hôpital Cochin que tu tombes sur une annonce pour devenir astronaute. Voilà, ça peut tous nous arriver. Enfin, moi, j'ai peut-être manqué l'annonce, mais du coup... Et alors, qu'est-ce qui te fait dire j'y vais, je postule? Enfin, tu vois une annonce recherche astronaute et tu dis ça, c'est pour moi.
Oui, parce qu'il y avait la petite graine du rêve d'enfant, l'imagination nourrie par tout ce que j'avais pu lire ou regarder. Et c'était une évidence pour moi que je devais demander un dossier et candidater. Et effectivement, j'avais même cette confiance que je pouvais y arriver. Quand j'ai demandé le dossier, c'était vraiment pour aller jusqu'au bout. Alors ça me tentait par l'aventure, ça me tentait parce que il fallait démontrer ce qu'on avait en soi pour aller sur ce chemin, d'abord dans la phase de sélection, puis d'entraînement. Donc effectivement, ça m'a paru évident. Et alors, pour pouvoir justement aussi postuler, c'est pour ça que tu as fait un DEA et une thèse pour arriver à Bac plus 19, parce qu'en fait, on a compté, c'est Bac plus 19. Oui. Est-ce que tu l'as fait pour justement pouvoir devenir astronaute ou... Alors j'ai répondu à cet appel à candidature du CNES, donc l'Agence française de l'espace, qui commençait à élargir un petit peu les profils des astronautes. Avant, dans la génération précédente, c'était essentiellement des pilotes de chasse, pilotes d'essai, militaires. Là, c'était des programmes scientifiques à réaliser à bord des stations spatiales. Donc, ouverture à des profils d'ingénieurs, de chercheurs. Il fallait un doctorat. J'avais mon doctorat de médecine, donc j'étais clean pour tenter la candidature. Mais j'ai fait ce que peut-être d'autres femmes feraient. Je ne suis pas sûre que les hommes auraient fait la même chose. J'avais besoin de me légitimer. T'as sécurisé. Me sécuriser ma confiance dans la réussite en ayant, puisqu'on me sélectionnait comme chercheur, une thèse de recherche. Donc effectivement, j'avais mon doctorat en médecine, ma spécialité de rhumato et de traumato-sportif, parce que je n'ai jamais abandonné le sport, et j'ai fait une thèse de neurosciences, oui. Très bien. Alors juste avant que Stéphanie vienne nous montrer une autre séquence, puisque Stéphanie vient pour amener des contenus additionnels et des questions. Alors tu es sélectionné 1000 candidats, 900 hommes, 100 femmes. Oui. Vous êtes 7 sélectionnés pour être candidat astronaute. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu vas partir en Russie pour l'entraînement? Est-ce que tu as une peur, une appréhension? Enfin, tu dois aussi quitter ce que tu es en train de faire. Tu pars pour 9 ans, 10 ans en Russie? Alors en 85, quand j'ai été sélectionnée, j'étais candidate astronaute. Oui. Et il faut devenir astronaute. Oui. Assigné à une mission, ce qui est l'étape suivante. D'où la thèse de science et voilà. Si j'avais candidaté, c'est que j'étais disponible pour tenter l'aventure. On ne se lance pas dans une aventure comme ça si on a des liens trop forts ou des choses qui vous contraignent. Donc la disponibilité intellectuelle et relationnelle, je l'avais. Donc j'ai mis le paquet pour me préparer et pour me dire, à un moment donné, je serai la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences. Ce qui est arrivé un petit peu plus tard. Ouais. Et effectivement, en 92, je suis partie à l'entraînement pour préparer ces missions spatiales. Très bien. Stéphanie. Et le 17 août 1996, vous êtes la première Française à aller dans l'espace. Vous effectuez un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir. Dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée, vous menez des expériences scientifiques, biologiques, avec des petits animaux, des salamandres par exemple. En octobre 2001, vous repartez dans l'espace, mais cette fois, vous séjournez dans la Station spatiale internationale. Vous êtes la première européenne à bord de l'ISS. Vous êtes ingénieure de bord numéro 1 dans le cadre, cette fois, de la mission Andromède. Pendant 10 jours, avec l'équipage, vous remplacez la capsule Soyouz de secours de l'ISS et vous menez un certain nombre d'expériences scientifiques. C'est ça. Et alors, c'est à cette occasion-là aussi que tu as eu ton passeport d'humain. Je crois que tu l'as amené, tu m'as montré ton passeport d'humain. Voilà. Je vais vous le montrer, le partager. Parce qu'effectivement, les astronautes, on n'est pas très nombreux. On est 590 dans le monde, je crois, aujourd'hui, dont 69 femmes, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Et nous sommes des envoyés de l'humanité. Voilà. Donc tu as un passeport si jamais tu te perds dans l'espace, les extraterrestres savent où tu habites. Éventuellement. J'espère quand même que je reviendrai sur Terre. Oui, peut-être pas à l'endroit où on nous attend. Oui. Et donc, effectivement, voilà, un passeport spécial qui m'a été délivré, envoyé de l'humanité, au cas d'un atterrissage, éventuellement d'une rencontre avec un extraterrestre, mais je ne suis pas sûre. Tu en as vu? Tu as eu le temps de regarder par le hublot? J'ai regardé par le hublot, je les ai cherchés, mais je ne les ai pas vus. C'est vrai. Mais je continue à chercher. Oui. Je crois que tu peux nous remontrer ton passeport, parce que je ne sais pas si on l'a bien vu. Un peu plus haut, il faut le mettre un peu plus haut. Voilà, alors c'est passeport bleu, on n'a pas tous des passeports bleus. Voilà, qui, avec mon premier vol, tamponné, parce que je l'ai monté avec moi dans la station spatiale, donc avec le tampon qui n'existe
Au check-in, il y a... Cap-bord, oui, au passage de la douane, il n'y a pas. Voilà. Mais par contre, dans la station, le tampon. Donc c'est un passeport qui a vraiment volé, que j'avais avec moi. C'est incroyable. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il n'y a pas eu 2 missions, il y a eu 3 missions en fait, puisqu'il y a eu Mir, Carla et ISS, puisqu'en fait, tu es quand même monté sur Mir, tu es redescendu, tu es devenu maman, oui. Et tu es remonté. Alors, il faut quand même rappeler ce que ça veut dire quand on monte dans un Soyouz. Monter dans un Soyouz, c'est s'asseoir sur à peu près 400 tonnes d'explosifs pour faire 2 jours de voyage et rejoindre la station en orbite à 408 km d'altitude. Et cette station-là avance à 28 000 km/h. Donc ça cumule à peu près tous les dangers de mort possibles, c'est-à-dire mort par explosion, par chute d'altitude et par vitesse. Qu'est-ce que tu ressens quand en fait, tu vas décoller et tu as donc ta fille de 3 ans et demi qui a dû te regarder décoller d'ailleurs, peut-être? Oh, oui. Alors on a bien sûr un long entraînement. Donc on se sent compétent, on s'est formé, on a appris des choses nouvelles. Je ne suis pas restée que médecin et chercheur, je suis devenue ingénieure, j'ai appris plein de choses pour me sentir compétente avec les autres membres d'équipage pour cette mission. Après j'ai évolué avec le système russe, fusée Soyouz, capsule Soyouz, très fiable. Il y avait eu 1500 Soyouz tirés avant que je ne vole. Donc c'est un système très fiabilisé. Donc on se sent en confiance soi-même, avec les autres, et avec la technique. Et vraiment, j'ai ressenti ça comme ça. Après, j'ai laissé quand même une petite lettre à ma fille, qui était le dernier chapitre du Petit Prince. Ah. Quand le Petit Prince s'en va et qui demande à ce qu'on le retrouve dans les étoiles. Quel est ton plus beau souvenir de l'espace? Il y a plein de souvenirs, c'est magique, c'est fascinant. À la fois, bien sûr, ce regard par le hublot à 400 km et de découvrir, de voir sur 2500 km de largeur de champ de vision, cette Terre si belle, si changeante dans ses couleurs, si isolée dans le cosmos noir, bien sûr, et fragile et vulnérable. Et la beauté nous le rend encore plus sensible. Et puis de le ressentir avec ce corps léger en microgravité. On est donc en chute libre constante autour de la Terre, à 28 000 km/h, donc en microgravité. Et j'avais le sentiment d'être qu'un regard plongé dans cette Ton corps extérieur. est léger, donc tu n'as plus le corps ne pèse tu ne le rien. ressens plus. Donc quand on se plonge dans cette contemplation de la beauté, effectivement, j'avais l'impression d'être plus un regard qu'un corps. Mais après, le programme de travail scientifique, puisque bien évidemment le programme de recherche dans ces laboratoires uniques fait que sur des vols courts, on est parfois un petit peu frustré de ne pas avoir autant de temps pour apprendre la Terre par cœur, parce qu'elle est magnifique. Mais alors, donc tu as exploré les pouvoirs du corps humain à travers la gymnastique, la rhumatologie, on en a parlé. Et la qu'est-ce que microgravité. tu as découvert de plus justement avec cette expérience dans l'espace et comment on fait pour se réadapter quand on revient à une forme de normalité et à la gravité, au sens physique du terme? Alors, sur la microgravité, c'est un environnement tout à fait exceptionnel, unique, bien évidemment, qu'on ne connaît pas au sol. Et j'ai été très impressionnée par la capacité qu'a notre corps de s'adapter à des environnements tellement différents. Et ça donne plein de promesses de se dire, il y a peut-être des leviers, des verrous qu'on peut déclencher sur un corps en pathologie, en souffrance, et qu'on ne connaît pas encore. Cette capacité d'adaptation rapide, ça m'a beaucoup intéressée. Et après, j'ai adoré vivre dans un environnement de coopération internationale, avec des cultures différentes, avec des équipages à bord. On est dans cette phase de construction de la Station spatiale internationale. C'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Donc il y avait à la fois le laboratoire unique et des recherches à mener dans ces conditions particulières, et puis cette vie en coopération multilatérale qui était quelque chose de passionnant. Et alors donc une fois le corps réadapté, une fois revenu sur Terre, tu as construit la suite, Stéphanie. Et la suite, elle est dans un nouveau défi, une nouvelle aventure en 2002, juin 2002. Vous vous lancez dans la politique, vous intégrez le 2e gouvernement de Jean-Pierre Raffarin au poste de ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies. Et presque 2 ans plus tard, vous êtes cette fois nommé ministre délégué aux affaires européennes du 3e gouvernement Raffarin. Un gouvernement qui tombera en 2005, après l'échec du référendum de la Constitution européenne. Alors, c'est la réalisation de ces 2 missions spatiales avec succès, et je pense que c'est quelque chose qui a pu être
inspirant dans cette envie d'explorer, m'a ouvert effectivement des opportunités. Et cette opportunité, c'était la sollicitation, effectivement, pour le président Chirac par le Premier ministre, que je rejoigne l'équipe gouvernementale. Tu avais déjà pensé à faire de la politique avant ? J'avais jamais pensé à faire de la politique. Je connaissais un petit peu l'environnement parce que quand on est en Russie pendant ces longues périodes de temps, on entre un petit peu aussi dans des sphères qui sont au-delà de notre environnement d'entraînement. Mais je me suis posé cette question, qu'est-ce que je peux apporter ? Est-ce que c'est ma place ? Et j'avais envie, en tant que chercheur et impliqué dans la recherche, de porter aussi cette ambition et cette impulsion. Donc c'est par conviction que je me suis engagée sur cette activité, de même que sur l'activité de ministre des Affaires européennes, parce que j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne, qui est l'agence qui regroupe l'ensemble des États membres européens, en 99. Et donc, mon second vol, à côté du drapeau français, j'avais aussi le drapeau européen pour voler. Donc, c'est une européenne pratiquante. Et j'ai mis cette conviction au service du gouvernement. Oui. Et alors, donc, bon, tu as voulu être gymnaste, tu as voulu être médecin, tu as voulu aller dans l'espace, tu as voulu aller dans la politique, enfin, du coup, tu as pu. Donc dans le déroulé, tu as été très très impliqué sur le référendum et le nouveau traité de l'Union européenne en 2005, qui s'est soldé par un non. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cela, c'est-à-dire à la fois la volonté de le faire passer et puis à la fois la sanction du non au bout et ce qu'on en retient, quoi. Oui, alors tu rappelles que dans une première partie de ma vie, effectivement, vouloir, c'était pouvoir. Et j'avais réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en arrivant en politique, peut-être aussi en étant moins entraînée que je ne l'étais pour les missions spatiales, eh ben, vouloir n'était pas suffisant pour pouvoir. Et j'avais déjà rencontré un petit peu cette difficulté dans le monde de la recherche, avec la transformation du système de recherche. Et puis, sur cette question européenne, c'est vrai qu'on avait besoin d'expliquer, de prendre du temps, de faire de la pédagogie pour parler d'Europe. Et que c'est pas facile au moment d'un référendum, donc on s'est trouvé confronté à une issue qui était, oui, je l'ai ressenti comme un échec pour moi qui avait envie de porter l'ambition européenne. Alors ce n'était pas un échec dont j'étais coupable, mais quelque part je faisais partie de cet échec-là. C'est pas pour tout ça que j'ai baissé les bras sur mes convictions européennes, et je me suis dit, je dois continuer à m'engager, mais cette fois-ci sur des actions concrètes. Voilà. Porter des projets. Et c'est aussi comme ça qu'on peut construire l'Europe. Donc je suis revenue à l'Agence spatiale européenne pour travailler sur ces projets européens. Parti vers l'espace. Spatial. Justement, tu rejoins l'ESA, donc la European Space Agency. Et donc tu vas porter tout ton bagage, toutes tes connaissances dans ce domaine-là pour essayer pour construire quoi juste à ce moment-là? On était dans cette phase d'écriture plus précise de ce que devait être cette politique spatiale européenne, avec à la fois la Commission européenne, l'Union européenne, et puis cette agence intergouvernementale qui est l'Agence spatiale européenne. Donc, tu peux l'imaginer, beaucoup de discussions, de négociations, concrètement, ça n'allait pas aussi vite que j'aurais pu souhaiter que ça avance. Les choses ont progressé depuis, mais pas encore complètement résolues. Mais voilà, c'était une étape où je piétinais un petit peu sur ma volonté d'aller concrètement vers ces activités. Ce n'était pas des projets techniques, mais c'était un projet politique. Et alors, donc oui, justement, à la fin de cette expérience-là, tu dis que tu fatigues, tu t'ennuyais, par dire un autre mot. Un peu insatisfaite oui. par le rythme de la progression. Oui. Et donc, du coup, tu arrêtes cette aventure-là et tu décides, avec ton esprit pionnière, d'aller créer toi-même ta prochaine opportunité. Oui. Et j'avais besoin de me sortir de cette insatisfaction en me remplissant avec quelque chose. Et comme ça ne m'arrivait pas, je me suis dit, je vais le construire moi. Et donc, je suis allée proposer au gouvernement, au Premier ministre d'ailleurs, d'aider le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie à se transformer pour être les centres de sciences et les musées de sciences du XXIe siècle, parce que parler de la science, de la technologie, des carrières, des métiers, de tout ce que ça représente comme potentialité, si toutefois on l'imagine bien de façon responsable, et en réunissant les deux entités pour que
le rayonnement national, international soit plus fort, tout en gardant voilà, la merveilleuse différence de ces deux maisons qui donnent tous appétit pour la science. Pour la science, qui est une grande justement motivation de ta part, qui est de démocratiser l'accès à la science, l'éducation par la science. Oui. Et de mettre la science et l'ingénierie en culture. Parce que ce n'est pas un domaine qui est réservé. C'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit comprendre, pas dans tous ces détails, bien évidemment. Mais on ne peut pas être aujourd'hui des acteurs engagés pour construire le monde de demain si on s'en remet complètement à d'autres en étant fermés à ce qui est à l'intérieur de la boîte noire. On la voit trop souvent comme une boîte dans laquelle certains ont trop confiance et d'autres pas assez confiance. Donc le fait d'entrer un petit peu dans la boîte noire et de se donner des clés de compréhension, donc faire culture avec la science et la technologie, c'était ça mon objectif. Et donc, tu fais cette mission-là jusqu'en 2015. Alors, on voit que, bon, il y a des fils conducteurs dans ton parcours incroyable. Oui. Il y a le corps humain, il y a la science et il y a l'Europe. Oui. Si on élargit un petit peu, aujourd'hui, ta vision de l'Europe, de ce qu'elle est, de ce qu'elle devrait être, tu la qualifies de quelle manière ? Alors, moi, j'ai toujours cette conviction qu'on peut faire plus et mieux avec toutes les compétences et la diversité européenne, sans amoindrir justement cette diversité, parce qu'elle est essentielle. Et je pense que dans toutes les entreprises, dans toutes les aventures, on sait à quel point la diversité est enrichissante, mais qu'on doit arriver à être plus complémentaire, plus mobilisé, parce que l'Europe a quelque chose à dire dans le monde. Et effectivement, à l'Agence spatiale européenne, où je suis revenue après mon passage dans les centres de sciences, j'ai travaillé sur cette prochaine étape qui est celle de retourner sur la Lune pour y installer des infrastructures permanentes, apprendre à y vivre et y travailler. Et l'Europe doit absolument être dans cette exploration. C'est pas à venir. On a la technique, on a les talents, on a ces capacités et on a des choses à porter, à dire. Oui, parce qu'en plus, les Américains et les Chinois, ils sont dessus aussi. Oui, on est un peu reparti dans une espèce de course à la prochaine étape. Les Chinois ont annoncé qu'ils veulent aller sur la Lune d'ici 2028. Voilà, il y a le programme. Installer une base d'ici 2030. Voilà, c'est ça. Le programme américain, c'est le programme Artemis, dont on entend beaucoup avec parler. Avec le SLS qui va bientôt être... Avec l'énorme lanceur SLS, voilà, dont on attend le départ. Et la capsule Orion, motorisée avec un module de service de l'Agence spatiale européenne, je le répète toujours, pour effectivement aller vers cette prochaine étape. Et je pense que la voie européenne, au-delà de sa contribution technologique, c'est aussi celle de parler de la soutenabilité de cette exploration, du multilatéralisme, du pacifisme, du bien commun. Je vais ressortir mon petit passeport d'envoyé de l'humanité. Donc j'essaie d'être un peu une ambassadrice de cette ambition européenne, parce que la France a plein de talents, mais elle ne peut pas aller dans toutes les aventures toute seule, et je pense que l'Europe doit s'engager avec beaucoup d'ambition sur cette aventure de l'humanité. Alors, bon, pour conclure ce voyage presque intersidéral, j'ai une question inattendue. Attention, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le Soyouz ou le saut à l'élastique? Le saut à l'élastique, je ne ferai pas. Ah bon? Non. Tu montes dans un Soyouz avec 400 tonnes d'explosifs. Par contre, saut à l'élastique, il y a beaucoup plus de gens qui ont sauté à l'élastique que de gens qui sont montés dans un Soyouz. Oui, ça ne me tente pas du tout. Non? Non. Mais par contre, je veux bien retourner sur un Soyouz ou un Dragon. Je dis souvent que j'ai 3 regrets dans ma vie. J'ai plein de... j'ai pas fait de vol de longue durée, donc j'ai pas appris la Terre par cœur et je connais pas tous ses recoins et toutes ses beautés. Je n'ai pas fait de sortie extravéhiculaire, donc je suis un envoyé de l'humanité, mais je suis restée à l'intérieur de la station spatiale. J'ai pas découvert le vide spatial. Et puis je n'ai pas marché sur la Lune. Oui. Alors moi non plus, sur ces 3-là non plus, et je pense que tous les gens qui me regardent non plus. Fait non, j'ai pas fait saut à l'élastique. J'ai fait saut en parachute, mais pas saut à l'élastique. Ouais. En chute libre. Oui. Très bien, merci beaucoup pour cette aventure, pour cette passion, cette émotion que tu arrives à transmettre à tout le monde. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.